70. Si quelqu'un se réfugiait du côté de l'impulsion et du choix, c'est-à-dire sans doute si l'on évoquait la pure liberté du moteur comme cause du mouvement, nous lui rappellerions le désaccord à propos de ce qui dépend de nous et qu'il est demeuré non tranché étant donné que jusqu'à maintenant nous n'avons pas trouvé de critère de la vérité. 71. De plus, il faut dire ceci, si quelque chose est mu, il est mu soit dans un lieu dans lequel il est, soit dans un lieu où il n'est pas. Mais ce n'est pas dans celui dans lequel il est, car il est au repos, s'il est vrai qu'il y est, ni dans celui où il n'est pas, car là où quelque chose n'est pas, il ne peut rien faire ni rien subir. Il n'est donc pas vrai que quelque chose est mu. Tel est l'argument de Diodore Chronos, qui a reçu de nombreuses critiques, dont nous exposerons les plus frappantes du fait du caractère de notre ouvrage, avec ce qui nous apparaît comme susceptible de le trancher. 72. Certains disent que quelque chose peut être mu dans le lieu dans lequel il est. Ainsi, les sphères en rotation autour de leur centre se meuvent en restant dans le même lieu. Contre ceci, il faut transférer l'argument à chacune des parties de la sphère et en suggérant que, pour autant que cela découle de l'argument, rien ne peut être mu selon ses parties. Conclure que rien n'est mu dans le lieu où il est. 73. Nous ferons la même chose contre ceux qui disent que le mobile a deux lieux, celui dans lequel il est et celui vers lequel il est transporté. Nous leur demanderons en effet quand est-ce que le mobile est transporté du lieu dans lequel il est vers l'autre, et ce, quand il est dans le premier lieu ou dans le second. Est-ce quand il est dans le premier lieu ou dans le second? Mais quand il est dans le premier, il ne se dirige pas vers le second. En effet, il est encore dans le premier. Et quand il n'est pas dans ce lieu, il ne se dirige pas hors de lui. 74. Outre cela, il suppose ce qu'il recherche, car là où une chose n'est pas, elle ne peut pas y agir. En effet, on ne sera sûrement pas d'accord pour dire qu'est transportée dans quelque lieu une chose à laquelle on n'accorderait tout simplement pas d'être mu. 75. Certains cependant affirment ceci. Le lieu est dit en deux sens. Au sens large, ainsi la maison qui est la mienne au sens précis, comme pour les besoins du raisonnement, l'air qui enserre la surface de mon corps. Donc le mobile qui est dit être mu dans son lieu ne l'est pas au sens précis mais au sens large. Contre eux, il est possible, en divisant le lieu au sens large, d'avancer que dans une de ses parties, le corps dont on dit qu'il est mu se trouve au sens propre, à savoir dans son lieu, au sens précis. Mais dans l'autre partie, il ne se trouve pas, à savoir dans les parties restantes du lieu au sens large. Ensuite, concluant qu'une chose ne peut se mouvoir ni dans un lieu dans lequel elle est, ni dans un lieu dans lequel elle n'est pas, nous inférons que rien ne peut être mu dans son lieu dit au sens large et approximativement. En effet, cela unit la partie du lieu dans laquelle la chose est au sens propre et celle où elle n'est pas au sens propre. Et on a montré qu'une chose ne peut être mue dans aucune des deux. 76. Mais il faut proposer aussi l'argument suivant. Si quelque chose est mu, il est mu soit la première étape en premier, soit en parcourant d'un coup un intervalle divisible. Mais quelque chose ne peut se mouvoir ni la première étape en premier, ni en parcourant d'un coup un intervalle divisible, comme nous le montrerons. Donc rien ne se meut. Que donc il ne soit pas possible que quelque chose se meuve la première étape en premier est immédiatement clair. En effet, si les corps, les lieux et les temps dans lesquels on dit que les corps se meuvent se divisent à l'infini, un mouvement ne prendra pas naissance, étant donné qu'il est impossible de trouver infiniment quelque chose en premier à partir duquel en premier ce qui est dit se mouvoir se mouvra. 77. Mais si les réalités nommées plus haut aboutissent à des réalités sans partie si, et si chacun des mobiles parcourt de la même manière la première section sans partie du lieu pendant la première section sans partie du temps, tous les mobiles auront la même vitesse, par exemple le cheval, le plus rapide et la tortue, ce qui est plus absurde que ce qui précède. Donc un mouvement ne naît pas dans une première étape en premier, mais pas non plus en parcourant d'un coup un intervalle divisible. 78. En effet, s'il faut, comme ils le disent, faire témoigner les choses apparentes pour des choses obscures, puisque pour couvrir un intervalle d'un stade, on doit en premier couvrir la première partie du stade, en deuxième la deuxième partie, et les autres de même. Tout mobile devra alors se mouvoir en premier selon la première partie. Puisque, si le mobile était dit traverser d'un coup toutes les parties du lieu dans lequel il dit se mouvoir, il serait en même temps dans toutes les parties de ce lieu. Et si l'une des parties du lieu à travers lequel se fait le mouvement était froide et l'autre chaude, ou si l'on veut l'une noire et l'autre blanche, de sorte que les choses qui s'y trouvent puissent être colorées, le mobile sera en même temps chaud et froid, noir et blanc, ce qui est absurde. 79. Ensuite qu'il avance aussi quelle quantité de lieux le mobile va traverser d'un seul coup. Car s'ils disent qu'elle est indéfinie, ils accepteront que quelque chose soit mu à travers la Terre entière d'un coup. Et s'ils veulent échapper à cela, qu'ils nous définissent donc la grandeur du lieu. En effet, entreprendre de définir avec exactitude le lieu dans lequel le mobile ne pourra pas traverser d'un coup à un intervalle plus grand, même d'une quantité très petite, en plus d'être aventureux et précipité, et sans doute aussi ridicule, cela tombe dans l'aporie, dans laquelle nous sommes tombés en commençant.
En effet, tout aura même vitesse. Il est vrai que chaque chose effectue ses mouvements de déplacement de la même manière, selon des lieux déterminés. 80. S'ils disent que le mobile parcourt d'un coup un lieu qui est petit, mais pas déterminé avec exactitude, nous pourrons, selon l'aporie du Saurite, toujours ajouter une grandeur très petite à la grandeur supposée du lieu. Si en effet ils s'arrêtent quelque part alors que nous avançons cette critique, à nouveau ils retomberont sur une détermination exacte, c'est-à-dire sur la monstruosité de tout à l'heure. Mais s'ils acceptent l'addition, nous les contraindrons à admettre que quelque chose peut être transporté d'un coup à travers la grandeur de la Terre entière, de sorte que les choses dites se mouvant ne parcourent pas d'un coup un intervalle divisible. 81. Mais si quelque chose ne se meut ni d'un coup selon un intervalle divisible, ni la première étape en premier, rien ne se meut. Ceux qui suppriment le mouvement de déplacement avancent ces arguments et encore beaucoup d'autres. Quant à nous, n'étant capables de renverser ni ces arguments ni l'apparence sur lesquels on s'appuie pour conclure à l'existence du mouvement, pour autant que l'opposition entre apparence et argument est valable, nous suspendons notre assentiment sur la question de savoir s'il existe un mouvement ou s'il n'en existe pas. 11. De l'augmentation et de la diminution. 82. En ayant recours à la même argumentation, nous suspendons aussi notre assentiment sur l'augmentation et la diminution. En effet, l'évidence semble bien conclure à leur existence que les raisonnements semblent renversés. Voyons donc. Il faudra que ce qui augmente gagne de la grandeur en étant et en existant, de sorte que si quelqu'un disait que lorsqu'une addition a été faite à une autre chose a augmenté, il dirait faux. Or, puisque les substances ne restent jamais au repos, mais sont toujours dans un flux, se séparent et s'insinuent les unes dans les autres, ce qui est dit avoir augmenté ne possède pas la substance antérieure avec une autre, différente de la première qui a été ajoutée, mais une substance complètement autre. 83. Comme si pour les besoins du raisonnement, celui qui ajoute à un morceau de bois de 3 coudées un autre de 10 coudées disait que celui de 3 coudées a augmenté. Il dirait faux du fait que celui-ci est totalement différent de l'autre. Ainsi, aussi pour tout ce qui est dit augmenté, quand la première matière s'écoule et que l'autre s'introduit, si l'on ajoute ce qui est dit être ajouté, on ne dira pas qu'un processus de ce genre est une augmentation, mais une altération du tout au tout. 84. Le même raisonnement s'applique à la diminution. Comment en effet pourrait-on dire que ce qui ne subsiste pas du tout diminue? Outre cela, si la diminution advient par soustraction et l'augmentation par addition, mais que la soustraction et l'addition ne sont rien, alors la diminution et l'augmentation ne sont rien. 12. De la soustraction et de l'addition. 85. La soustraction et l'addition, bien qu'elles soient ici considérées d'un point de vue physique, ne sont pas des mouvements, comme le sont l'augmentation et la diminution, même si certaines théories discontinuistes de la matière peuvent expliquer l'augmentation-diminution par une addition-soustraction de particules élémentaires. Que la soustraction n'est rien, on l'infère de ce qui suit. Si quelque chose était soustrait de quelque chose, soit l'égal sera soustrait de l'égal, soit le plus grand du plus petit, soit le plus petit du plus grand. Mais la soustraction ne se produit dans aucun de ces cas, comme nous allons l'établir. Donc la soustraction est impossible. Que la soustraction ne se produise dans aucun des cas ci-dessus, c'est clair d'après ce qui suit. Ce qui soustrait de quelque chose doit, avant la soustraction, être contenu dans ce dont il est soustrait. 86. Mais l'égal n'est pas compris dans l'égal. Par exemple, le 6 dans le 6, car le contenant doit être plus grand que le contenu, c'est-à-dire ce dont on soustrait quelque chose plus grand que ce qu'on soustrait de manière qu'après la soustraction, il y ait un reste. Car c'est par cela qu'on pense que la soustraction diffère de la complète suppression. Le plus grand n'est pas non plus compris dans le plus petit, par exemple 6 dans 5, car c'est invraisemblable. 87. Et voici pourquoi le plus petit n'est pas inclus dans le plus grand. Si en effet 5 était inclus dans le 6, comme le plus petit dans le plus grand, 4 serait compris dans 5, 3 dans 4, 2 dans 3 et 1 dans 2. Ainsi 6 contiendrait 5, 4, 3, 2 et 1, qui ensemble feraient le nombre 15, dont nous concluons qu'il est inclus dans 6, si on accordait que le plus petit est inclus dans le plus grand. De la même manière, dans le 5 qui est compris dans le 6, etc., est inclus le nombre 35 et en descendant des nombres infinis. Le texte est corrompu, mais on devine ce que Sextus a voulu dire, veut dire. De même que 6 égale 5 plus 1, étant donné que 5 est égal à 4 plus 1, et que 4, 3, 2 et 1 se décomposent de la même façon, on obtient 35. 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 1. Mais si l'on part de 35 qui se décompose en 34, 33, chacun se décomposant à son tour, la décomposition n'en finit pas. Mais il est absurde de dire que des nombres en nombre infini sont inclus dans 6. Il est donc également absurde de dire que le plus petit est compris dans le plus grand. 88. Et s'il faut que ce qui est soustrait de quelque chose soit inclus dans ce dont il va être soustrait, mais que l'égal n'est pas inclus dans l'égal, ni le plus grand dans le plus
petit, ni le plus petit dans le plus grand, alors rien ne peut être soustrait de quelque chose. De plus, si quelque chose est soustrait de quelque chose, soit un tout est soustrait d'un tout, soit une partie d'une partie, soit un tout d'une partie, soit une partie d'un tout. 89. Or, dire qu'un tout est soustrait soit d'un tout, soit d'une partie, c'est évidemment dire quelque chose d'invraisemblable. Il reste donc à dire que la partie est retranchée soit d'un tout, soit d'une partie, ce qui est absurde. Ainsi, si nous appuyons notre raisonnement sur des nombres par souci de clarté, posons 10 et disons que nous en soustrayons 1, cette unité ne peut être soustraite ni de l'ensemble du 10, ni de la partie restante du 10, à savoir 9, comme je vais l'établir. Donc il n'est pas soustrait du tout. 90. En effet, si l'unité est soustraite de l'ensemble de 10, puisque 10 n'est ni quelque chose d'autre que le 10 unité, ni l'une de ces unités, mais le rassemblement de toutes les unités, alors l'unité a besoin d'être soustraite de chacune des unités pour être soustraite du 10 entier. Mais d'une unité, absolument rien ne peut être soustrait, car les unités sont indivisibles, et pour cette raison, l'unité ne peut pas être soustraite de cette manière de 10. 91. Mais même si on accorde que l'unité est soustraite de chaque unité, l'unité aura 10 parties, et ayant 10 parties, elle sera 10. Mais de plus, comme nous l'avons laissé de côté, les 10 autres parties dont on a soustrait les 10 parties de ce qu'on appelait l'unité, 10 sera 20. Mais il est absurde de dire que l'unité est 10, que 10 est 20, et que ce qui selon eux est indivisible est divisé. Il est donc absurde qu'on soustrait une unité de 10. 92. Mais l'unité n'est pas non plus soustraite du 9 restant. En effet, ce dont quelque chose est soustrait ne demeure pas dans son intégralité, mais 9 demeure intégralement après la soustraction de cette unité. Par ailleurs, puisque 9 n'est rien en dehors de 9 unités, si l'unité est dite soustraite du 9 entier, il y aura soustraction du 9. Mais si c'est une partie de 9, si c'est de 8, il s'en suivra les mêmes absurdités. Et si c'est de la dernière unité, ils diront que l'unité est divisible, ce qui est absurde. 93. Donc l'unité n'est pas non plus soustraite de 9. Mais si elle n'est soustraite ni du 10 entier, ni d'une de ses parties, une partie ne pourra pas non plus être soustraite ni d'un tout, ni d'une partie. Si donc un tout n'est pas soustrait d'un tout, ni d'une partie d'un tout, ni un tout d'une partie, ni une partie d'une partie, rien ne sera soustrait de quelque chose. 94. Mais l'addition, elle aussi, est considérée par eux, les sceptiques, comme faisant partie des choses impossibles. En effet, ce qui est ajouté, disent-ils, soit est ajouté à lui-même, soit à quelque chose qui était déjà là, soit à quelque chose composé des deux. Mais aucune de ces procédures n'est valide, donc rien n'est ajouté à quelque chose. Par exemple, soit une quantité de 4 cotyles, ajoutons-lui un cotyle, demande à quoi il est ajouté, je demande à quoi il est ajouté. Il ne peut pas l'être à lui-même, puisque ce qui est ajouté est différent de ce à quoi il est ajouté, et que rien n'est différent de soi-même. 95. Mais il ne le peut pas non plus l'être au composé des deux, 4 cotyles et le cotyle. Comment, en effet, ajouterait-on quelque chose à ce qui n'existe pas encore? Par ailleurs, si le cotyle ajouté est mélangé avec les 4 cotyles et le cotyle la quantité de 4 cotyles, du cotyle et du cotyle ajouté sera de 6 cotyles. 96. Mais si le cotyle est ajouté aux seuls 4 cotyles, puisque ce qui s'étend sur quelque chose est égal à ce sur quoi il s'étend, le cotyle s'étendant sur la quantité de 4 cotyles doublera le volume de 4 cotyles, de sorte que la quantité totale se montre à 8 cotyles, ce que l'on n'observe pas. Si donc ce qui est dit être ajouté n'est ajouté ni à lui-même, ni à ce qui était déjà là, ni au composé des deux, et qu'il n'y a aucune autre possibilité, rien n'est ajouté à rien. Cotyle, cavité en anatomie profonde de l'os iliaque dans laquelle se loge la tête du fémur. 13. Du transfert. 97. Le transfert lui aussi, quant à l'existence, est supprimé en même temps que l'addition, la soustraction et le mouvement local, car c'est la soustraction de quelque chose d'autre et son addition à autre chose par transfert. 14. Du tout et de la partie. 98. De même pour le tout et la partie, il semble bien en effet que le tout se forme de la réunion et de l'addition de ces parties et cesse d'être un tout par soustraction d'une ou de plusieurs d'entre elles. Par ailleurs, si quelque chose est un tout, le tout est soit quelque chose d'autre en plus de ses parties, soit ses parties elles-mêmes. 99. Mais il apparaît que le tout n'est rien d'autre que ses parties. Assurément, en effet, quand les parties ont été enlevées, rien ne reste tel que nous en concluons que le tout est quelque chose en dehors d'elle. Mais si le tout et les parties elles-mêmes, le tout ne sera qu'un nom et une appellation vide, et il n'y aura aucune existence propre, tout comme il n'y a pas de séparation en dehors des choses séparées, ni de charpente en dehors de ce qui a été disposé comme charpente, donc le tout n'existe pas. 100. Mais il n'existe pas non plus de parties. En effet, s'il y a des parties, elles sont parties soit du tout, soit les unes des autres, soit chacune d'elles-mêmes, mais elles ne sont parties ni du tout, puisqu'il n'y a rien en dehors des parties, et par ailleurs les parties seraient ainsi parties d'elles-mêmes, puisque chacune des parties est dite aider à remplir le tout.
ni les unes des autres, puisqu'on est d'avis que la partie est incluse dans ce dont elle est partie, et ce qu'il est absurde de dire que la main, par exemple, est incluse dans le pied. 101. Mais chacune ne sera pas non plus partie d'elle-même, car du fait de l'inclusion, une chose sera plus grande et plus petite qu'elle-même. Si donc ce qu'on appelle les parties ne sont parties ni du tout ni d'elles-mêmes, ni les unes des autres, elles ne sont parties de rien. Mais si elles ne sont parties de rien, elles ne sont pas parties du tout, car les relatifs sont supprimés ensemble. Nous dirons donc simplement cela à titre de digression, puisque nous avons une fois mentionné le tout et la partie. Digression, développement oral ou écrit qui s'écarte du sujet. 15. Du changement naturel. 102. Certains disent que ce qu'on appelle le changement naturel lui aussi n'existe pas en utilisant des arguments tels que ceci. Si quelque chose change, ce qui change est soit un corps, soit un incorporel, mais les deux cas ont mené à l'aporie. Le discours concernant le changement sera donc lui aussi une aporie. 103. Si quelque chose change, il change en vertu de quelque action d'une cause ou de quelque passion, mais c'est impossible car l'existence de la cause a été renversée et ce qui pâtit est renversé en même temps, n'ayant rien par quoi il puisse pâtir. 104. Donc rien ne change. Si quelque chose change, c'est l'étant qui change ou le non-étant. Or, le non-étant n'existe pas et ne peut ni subir ni faire quoi que ce soit, de sorte qu'il ne reçoit non plus aucun changement. Mais si c'est l'étant qui change, soit il change en tant qu'étant, soit en tant que non-étant. 105. Or, il ne change pas en tant que non-étant, car il n'est pas non-étant. Mais s'il change en tant qu'il est étant, il est quelque chose de différent que le fait d'être étant, c'est-à-dire qu'il sera non-étant. Mais il est absurde de dire que l'étant devient non-étant, donc l'étant ne change pas non plus. Mais si ni l'étant ni le non-étant ne changent et qu'il n'y a rien en dehors d'eux, il reste à dire que rien ne change. 106. De plus, certains disent ceci, ce qui change doit changer à un certain temps, mais quelque chose ne change ni dans le passé, ni dans l'avenir, ni non plus dans le présent, comme nous allons le montrer. Donc rien ne change. Dans le passé, le futur, rien ne change. En effet, aucun des deux n'est présent. Or, il est impossible de faire ou de subir quelque chose dans un temps qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas présent. 107. Mais rien ne change dans le présent non plus. En effet, le temps présent est sans doute lui aussi non existant, et laissant ceci de côté pour le moment. Il est sans partie. Mais il est impossible de penser que dans un temps sans partie, le fer, par exemple, se change de rigide en nous, ou que chacun des autres changements advienne. Ils paraissent en effet avoir besoin de durée. Si donc rien ne change, ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans le présent, il faut dire que rien ne change. 108. Outre cela, s'il existe un changement, soit il est sensible, soit il est intelligible, mais il n'est pas perçu par les sens, parce que les sens sont simplement affectés, alors que le changement semble posséder un souvenir commun, de ce à partir de quoi il est dit changer, et de ce vers quoi il est dit changer. Mais s'il est intelligible, comme il y a eu un désaccord indécidable parmi les anciens philosophes à propos de l'existence des intelligibles, comme nous l'avons souvent suggéré, nous ne pourrons rien dire de l'existence du changement. 16. De la génération et de la destruction. 109. Donc la génération et la destruction sont elles aussi renversées en même temps que l'addition, la soustraction et le changement physique, car hors de ceci, rien ne serait engendré, ni ne se corromprait. Ainsi, de la destruction de 10, disent-ils, il se trouve que 9 est engendré par soustraction d'une unité, et que 10 l'est de la destruction de 9 par addition d'une unité, et le vert de gris l'est de la destruction du bronze par un changement. De sorte que si l'on a supprimé les mouvements dont on a parlé, il est sans doute nécessaire que la génération et la destruction, elles aussi, soient supprimées. 110. Certains n'en disent pas moins aussi les choses suivantes. Si Socrate est né, Socrate a été engendré quand il n'était pas Socrate ou quand il est déjà Socrate. Mais s'il est dit avoir été engendré alors qu'il était déjà, il aura été engendré 2 fois. Et si c'est quand il ne l'était pas, Socrate en même temps était et n'était pas. Il était par le fait qu'il avait été engendré et il n'était pas par hypothèse. Au 111. Et si Socrate est mort, il est mort soit quand il était vivant, soit quand il était mort. Et ce n'est pas quand il vivait qu'il est mort. Autrement, le même homme aurait vécu et serait mort. Mais pas plus quand il était mort, autrement il aurait été mort 2 fois. Donc Socrate n'est pas mort. Ce raisonnement est susceptible d'être appliqué à chacune des choses que l'on dit d'être engendrées ou détruites, pour supprimer la génération et la destruction. 112. Certains proposent aussi ceci. Si quelque chose est engendré, soit l'étant est engendré, soit le non-étant. Mais le non-étant n'est pas engendré, car du fait qu'il ne peut rien arriver au non-étant, il ne peut pas non plus être engendré. Mais l'étant ne l'est pas non plus. Si en effet l'étant était engendré, il serait engendré soit en tant qu'il est étant, soit en tant qu'il est non-étant. En tant qu'il est non-étant, il n'est pas engendré, mais s'il est engendré en tant qu'il est étant, comme ils disent que ce qui est engendré est quelque chose qui devient à partir d'un état différent, ce qui est engendré sera différent de l'étant, c'est-à-dire qu'il sera non-étant. Donc ce qui est engendré sera non-étant, ce qui est invraisemblable. 113. Si donc ni le non-étant ni l'étant ne sont engendrés, rien n'est engendré. Selon les mêmes raisonnements, rien n'est détruit.
Si en effet quelque chose est détruit, soit l'étant est détruit, soit le non-étant. Or, le non-étant n'est pas détruit, car ce qui est détruit doit subir quelque chose. Mais l'étant ne l'est pas non plus. En effet, il est détruit soit en demeurant dans l'état d'étant, soit en n'y demeurant pas. Mais si c'est en demeurant dans l'état d'étant, la même chose sera en même temps étant et non-étant. 114. En effet, puisqu'elle n'est pas détruite en tant qu'elle est non-étant, mais en tant qu'elle est étant, en tant qu'on dit qu'elle a été détruite, elle sera différente de l'étant. Et pour cette raison, elle sera non-étant. Et en tant qu'elle est dite avoir été détruite en demeurant dans l'état d'étant, elle sera étant. Mais il est absurde de dire que la même chose en étant et non-étant, est étant et non-étant. Donc l'étant n'est pas détruit en demeurant dans l'état d'étant. Mais si l'étant n'est pas détruit en demeurant dans l'état d'étant et que parvient d'abord dans un état de non-étant et ensuite est dans cet état détruit, ce n'est plus l'étant mais le non-étant qui est détruit. Et nous avons rappelé que cela est impossible. Si donc ni l'étant ni le non-étant ne sont détruits et qu'il n'y a rien en dehors d'eux, rien n'est détruit. À titre d'esquisse, il suffira d'avoir dit cela sur les mouvements. Il s'ensuit que la physique des dogmatiques est inexistante et inconcevable.